Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. Je suis Maïsako. Rendons-nous tout d'abord à Cotonou, la capitale béninoise où se tient depuis lundi la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Ce rendez-vous doit se solder par l'élection d'un nouveau directeur général de l'organisation, directeur régional de l'organisation. Et parmi les 5 candidats en lice figure le professeur Thérèse Ndrioman, la candidate de la Côte d'Ivoire, en face d'elle une Malienne, une Béninoise, une dame issue du Botswana et un candidat de la République démocratique du Congo. Voici pour vous le portrait de chaque candidat tracé par Delphine Blas, notre envoyé spécial au Bénin. 5 candidats pour un seul fauteuil, celui de la direction régionale de l'OMS pour l'Afrique. Sur place à Cotonou, 2 candidates heureuses de se retrouver. Le professeur Ndrioman Thérèse de la Côte d'Ivoire a 30 ans d'expérience. Elle reste optimiste. Je suis une femme de terrain. J'ai déjà parlé de la création de l'ONG à Condavies Côte d'Ivoire qui prend en charge aujourd'hui les patients vivant avec le VIH. Mais à côté, j'ai créé un centre de formation, de prise en charge et de recherche sur le VIH-Sida. Des qualités reconnues par le ministre ivoirien de la Santé, Raymond Goudou Kofi exprime sa fierté. Parmi les 5 candidats, dont un homme et 4 femmes, parmi les 5 candidats, nous avons quand même la candidature extrêmement importante de la Côte d'Ivoire en la personne de professeur Thérèse Ndrioman. C'est un gros challenge pour la Côte d'Ivoire. Dans la délégation ivoirienne, le ministre de l'intégration africaine qui encourage la candidature du professeur Ndrioman Thérèse. En face d'elle, une autre candidate, la ministre béninoise de la Santé, parle d'actions concrètes. 30 ans d'expérience, 2 fois ministre dans 2 régimes différents. Je pense que j'ai beaucoup de choses à partager sur le continent. J'aime bien dire que je suis dans le concret. La candidate du Mali, elle, a confiance en elle. Ma fonction de ministre de la Santé, de représentant l'OMS dans différents pays, mais aussi en tant que directeur du département paludisme de l'OMS et aujourd'hui gérant un partenariat public-privé pour la préoccupation, une des préoccupations majeures de santé. Celle du Botswana, Dr Matshidiso Moeti, mise sur ses compétences. Même s'il y a 5 candidats, l'Afrique est unique et intégrée et nous devons tous travailler pour le futur et l'amélioration de la santé de tous les Africains. Bon, je suis là avec beaucoup d'espoir, comme vous pouvez imaginer, mais aussi très déterminée de faire mon mieux. Ce sont 3 candidatures de la région de l'Afrique de l'Ouest, plus une candidature de l'Afrique australe, face à un homme, un seul homme, celui de la République démocratique du Congo, Afrique centrale. Jean-Marie Okobele, actuel directeur du département vaccination à l'OMS au siège mondial à Genève, en Suisse, se fait discret. Qui succédera donc à Dr Louis Sambo? Le verdict sera connu ce mercredi. Mais en attendant, un hommage est rendu au directeur sortant de l'OMS pour l'Afrique pour le travail abattu sans relâche pendant 10 ans au profit de nos systèmes sanitaires. Lui-même fait un bilan positif de son mandat. Tout en reconnaissant mes limites, je voudrais ici vous rassurer que j'ai donné le meilleur de moi-même. Ce mercredi, l'élection sera à bulletin secret et seul votent les ministres de la Santé des 47 États membres de la région Afrique de l'OMS. La Côte d'Ivoire retient son souffle pour le professeur Ndrioman Thérèse. La question de la justice transitionnelle est au cœur d'un atelier ouvert hier au Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. La rencontre dure 2 jours et les participants s'attellent à mieux comprendre le concept de justice transitionnelle et à faire l'état des lieux de cette forme de justice dans le pays, 3 ans après la crise post-électorale.
La justice transitionnelle est un ensemble de processus et de mécanismes mis en œuvre par une société pour panser ses plaies afin de restaurer la démocratie et l'état de droit. En plus de rendre justice, elle permet la réconciliation après des exactions massives commises au cours d'un conflit. La Côte d'Ivoire, qui sort de plus de 10 ans de conflits politico-militaires, a mis en place un certain nombre de mécanismes dans le cadre de la mise en œuvre d'une justice transitionnelle. L'objectif de l'atelier tenu ce mardi au Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire est de conduire des échanges sur l'état d'avancement des recherches sur cette forme de justice, 3 ans après la crise post-électorale qui a secoué le pays. L'objectif de cet atelier est de partager les expériences des acteurs et des experts sur la question pour voir quelles sont les modalités de résistance donc liées à la justice transitionnelle en Côte d'Ivoire. Cette étude s'étend sur 3 pays. Il y a le Cambodge, il y a le Burundi et la Côte d'Ivoire. Et les résultats donc de ces recherches-là vont être capitalisés pour qu'on puisse comprendre mieux comment se manifestent les résistances aux justices transitionnelles. 25 participants, dont un représentant de la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, ainsi que des chercheurs et des membres de la société civile prennent part à cet atelier. Une rencontre internationale autour des notions de désarmement, de démobilisation et de réintégration se tient à Abidjan. Elle sera mise à profit par l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, de dresser son bilan et annoncer ses perspectives. Les délégations d'autres pays présentes à ce séminaire vont également partager leurs expériences en la matière. Hamza Diaby. Réduire le risque de violence armée et assurer la sécurité par le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, et promouvoir la cohésion sociale et la paix par leur sensibilisation intégrée et globale, ainsi que des communautés d'accueil à une vie sociale paisible. Voilà quelques objectifs de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Aujourd'hui, après un peu plus de 2 années d'activité, l'ADDR a-t-elle rempli sa mission ? Pour le savoir, elle a décidé de faire une pause en vue de faire le bilan des réalisations DDR, tirer les leçons et se projeter dans le futur. Au cours de ce séminaire, nous aurons à aborder et à échanger sur le lien entre le DDR et la RSS, à présenter le bilan partiel de nos interventions, les défis ainsi que les perspectives. Nous nous proposons de présenter les adaptations qui se sont avérées nécessaires, ainsi que les initiatives innovantes prises pour tenir compte du contexte et des évolutions en Côte d'Ivoire. Je puis vous confirmer que la mise en œuvre du DDR a des effets positifs sur l'environnement sécuritaire national. Car tout en donnant une alternative crédible dans la vie civile aux personnes s'étant familiarisées au maniement des armes, elle rassure les communautés d'accueil et la population dans son ensemble. Pour réussir sa mission, l'ADDR travaille en étroite collaboration avec plusieurs partenaires qui lui apportent une contribution technique et financière. L'ONUCI intervient dans le processus DDR à travers une triple assistance technique, logistique et financière. Cette assistance est menée de concert avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le Service de l'action anti-mine des Nations Unies ANMAS, particulièrement en ce qui concerne les opérations de collecte et de destruction des armes, la réhabilitation et la gestion d'armureries. En Côte d'Ivoire, la DDR dépend du Conseil national de sécurité. Elle bénéficie d'un environnement favorable du fait d'une volonté politique et d'une appropriation nationale. L'édition 2014 du Salon international du livre d'Abidjan s'ouvre aujourd'hui. La rencontre se tient autour du thème « Le livre au cœur de l'émergence », une innovation de taille cette année, la mise en place d'une bibliothèque permanente qui va récompenser les meilleurs lecteurs durant le salon. Serge Collier. Les préparatifs vont bon train pour le Salon international du livre d'Abidjan 2014. Cette 7e édition s'ouvrira ce mercredi 5 novembre dès 10h avec les premiers stands. La cérémonie officielle d'ouverture est prévue pour 15h. L'objectif, comme les années précédentes, reste le même. Réveiller l'industrie du livre, créer un espace pour les éditeurs, lecteurs, écrivains, amoureux du livre,
afin de leur permettre de célébrer le livre. Le livre, instrument de la connaissance et du savoir, le livre qui doit jouer sa partition dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. Ce que nous voulons faire, c'est de renforcer l'activité littéraire à l'intérieur du SILA. Donc cette année, nous avons installé une bibliothèque permanente. Donc pendant les 5 jours, tous ceux qui veulent le lire descendent à la bibliothèque, empruntent un ouvrage et ils peuvent lire. Autre nouveauté, nous allons avoir un café littéraire. Le café littéraire permet aux auteurs d'être en face des lecteurs et de mieux approfondir la connaissance qu'ils ont de l'ouvrage. Il y aura un exposant indien, nous allons avoir la République du Bénin qui sera présente, le Cameroun va tenir le stand des pays du bassin du Congo, un exposant français sera là. Nous avons pratiquement 5 pays qui seront présents. Nous avons commencé le SILA au plateau et nous avons délocalisé le SILA dans cette arène des sports-là que nous voulons transformer en arène de la connaissance, en arène du livre. Et c'est pour ça que nous invitons tout le monde à visiter le SILA. Le livre doit devenir un élément populaire. 3 prix sont prévus pour ce SILA 2014, le Grand Prix littéraire ivoirien, le Grand Prix du jeune écrivain et le traditionnel prix ivoire de la littérature africaine d'expression francophone qui sera décerné le vendredi 7 novembre 2014. Faisons à présent le tour de l'actualité en bref sur le continent. Nous commençons par la Mauritanie. Faute de concurrents, c'est désormais lui le chef de file officiel de l'opposition mauritanienne. El Hassen Ould Mohamed, du parti islamiste Tewassoul, a été installé par le Conseil constitutionnel à la tête de l'institution de l'opposition démocratique, un organe officiel dirigé par le parti de l'opposition ayant le plus grand nombre de députés. Des députés, Tewassoul en compte 16. C'est l'un des rares partis de l'opposition à ne pas avoir boycotté les dernières élections législatives en 2013. Et c'est parti pour 4 jours de réunion. L'Association internationale des maires francophones, qui regroupe les édiles d'une 50aine de pays, tient sa 34e assemblée générale à Kinshasa. Plusieurs thèmes au programme, le réchauffement climatique, les migrations internationales. Paris et Kinshasa vont profiter de l'occasion pour signer leur jumelage. Ce sont les premières images de la prison attaquée dimanche dans l'état de Kogi au Nigeria. Des hommes armés ont fait sauter les grilles avec des explosifs, libérant 132 détenus. Cette prison, connue pour abriter des combattants de Boko Haram, avait déjà été prise pour cible il y a 2 ans. Mais selon le porte-parole de la police nigériane, cette nouvelle attaque est liée à des activités criminelles et non à la secte islamiste. La CAN aura bien lieu aux dates prévues. Épidémie d'Ebola ou pas, elle commencera le 17 janvier prochain. C'est ce qu'a décidé la Confédération africaine de football, qui est restée sourde à la demande de report du Maroc, le pays hôte. Le Maroc a jusqu'à samedi pour dire s'il renonce ou non à organiser la compétition. Faute de quoi, la CAN pourrait se dérouler dans un autre pays. Et en bref et en images, le ministère israélien de l'Intérieur a donné lundi son feu vert pour la construction de 500 logements à Jérusalem-Est, un projet qui a récemment provoqué une vive réaction palestinienne et internationale. Ce programme de 500 logements dans le quartier de la colonisation de Ramat Shalom fait partie des 2 projets que le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait donné pour instruction d'accélérer le 27 octobre dernier. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.